Et est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'un des traits, puisqu'on recherche les caractéristiques de ces productions de masse, c'est le fait qu'il convoque d'une façon ou d'une autre la participation des auditeurs ou des lecteurs. Walter Benjamin, dans l'essai que je citais tout à l'heure, insistait beaucoup sur le rôle du courrier des lecteurs, dans la mesure où chaque lecteur peut à son tour devenir un auteur du périodique, et il voyait, peut-être de façon excessive, l'effacement de la distinction. Et alors on sait que pour la radio, c'est aussi la même chose. Oui, c'est vrai, me semble-t-il, de l'ensemble des productions qu'on va appeler sous cette qualification de culture de masse. Il y a à la fois, bien sûr, effectivement, du fait de la massification, des pratiques qui deviennent de plus en plus diverses et de plus en plus partagées, mais également à l'intérieur des contenus, on n'a pas évoqué les imaginaires neufs créés par la culture de masse. Il me semble là qu'une lecture anthropologique permet de montrer un certain nombre de choses, notamment cette espèce de promotion de l'ordinaire, de la vie quotidienne, de la vie de tout un chacun, voire de l'existence de chaque individu dans un monde qui est de plus en plus la mise en spectacle de la société ordinaire. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on sent dans l'imprimé, qu'on va sentir dans la radio, qu'on sent encore aujourd'hui avec la télévision, à savoir cette culture est capable de mettre en scène la vie ordinaire, la vie de tous les jours, de promouvoir en quelque sorte les attitudes et les comportements les plus simples en objet de consommation et en objet de culture. D'où effectivement, par ce biais-là, une analyse qui ne va pas dans le sens de celle de culture de masse et totalitarisme, culture de masse et dictature, mais qui pourrait d'une certaine manière lentement nous inviter à voir dans cette culture de masse aussi la promotion de l'individu démocratique, du sujet démocratique qui se lie, qui se consomme, qui se voit quotidiennement dans cette culture qui lui est donnée à consommer. Mais alors ce n'était pas la vision qu'avait Walter Benjamin, Du tout, et je du vais tout, citer du tout. pour faire une transition avec, déjà suggéré largement par Jean-François Sivinelli, entre les innovations techniques et puis les instrumentalisations politiques. Voilà comment, dans une note, il évoquait le rôle joué par la radio et aussi le cinéma. Avec le progrès des appareils, qui permet de faire entendre à un nombre indéfini d'auditeurs le discours de l'orateur au moment même où il parle, et de diffuser peu après son image devant un nombre indéfini de spectateurs, l'essentiel devient la présentation de l'homme politique devant l'appareil même. Cette nouvelle technique vide les parlements comme elle vide les théâtres. Radio et cinéma ne modifient pas seulement la fonction de l'acteur professionnel, mais de la même façon celle de quiconque, comme c'est le cas du gouvernant, se présente lui-même devant le micro et la caméra. Compte tenu de la différence des buts poursuivis, l'interprète de film et l'homme d'État subissent à cet égard des transformations parallèles. Elles aboutissent dans certaines conditions sociales déterminées à les rapprocher du public, d'où une nouvelle sélection, une sélection devant l'appareil. Ceux qui en sortent vainqueurs sont la vedette et le dictateur, puisqu'il a évoqué avant le contraste entre l'acteur de théâtre et le geste théâtral. Et puis, c'est-à-dire un geste complet, un geste de l'immédiateté, un geste sans repentir, et par rapport à l'acteur de cinéma qui procède par plans successifs, fragments de plans et séquences très brèves. Et là, il évoque ces parlements vidés, ces dictateurs triomphants. Alors avant la critique de Chaplin, est-ce qu'on peut souscrire à ce diagnostic ? C'est superbe cette citation. Bravo, j'allais dire. Effectivement, tout est dit. Tout est dit. Alors après, on peut discuter sur la validité, sur l'ensemble de l'analyse historique, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'apparaissent d'abord des vedettes créées effectivement par ce nouveau support, hein. Mais de fait, se pose la question du dictateur. On y revient, n'oublions jamais que nos collègues américains qui, dès les années 50, ont défini la notion de totalitarisme, mettaient dans la gerbe des éléments qui définissaient en quelque sorte l'objet, donnaient notamment ce relais d'un pouvoir par cette culture de masse. Donc là, on est effectivement au cœur du sujet. Mais je voudrais auparavant revenir, parce que ça a un rapport avec notre sujet, sur ce que disait Dominique Khalifa sur l'individualisme. Moi, je souscris tout à fait à son analyse. Sauf que, et quand je dis sauf, c'est pas une restriction, sauf qu'en même temps, et ça n'est pas contradictoire, et on va y venir, cette radio devient, dans le même temps qu'il est un instrument de libération, un instrument d'oppression, vécu comme tel, interprété comme tel, à la fois par un Benjamin
et par les Allemands, les Italiens ou les Soviétiques. Donc, si vous voulez, ça vous montre l'importance, à travers cette ambivalence, l'importance de ce nouveau vecteur. Et sans aller jusqu'au dictateur, même dans un pays comme la France, un homme politique conservateur et de droite, André Tardieu, est le premier, à ma connaissance, à être surnommé lors de la campagne électorale de 1932 l'homme au micro entre les dents. Oui. En 1917, on faisait peur aux petits-enfants avec l'homme au couteau entre les dents, enfin en 1919. En 1932, on fait sourire, évidemment, on n'essaie pas de faire peur, on fait sourire avec l'homme qui, admirablement, sait utiliser ce nouvel outil, ce nouveau moyen de communication, ce nouveau moyen de médiation. Alors, c'est aussi au même moment, ou à peu près, qu'en Russie, ou plutôt un Russe, Sergueï Tchakotine va publier Le viol des foules par la propagande. On est là, effectivement, dans les pays démocratiques ou dans les pays totalitaires, dans un entre-deux où le micro, donc la radio, le cinéma, permettent effectivement un certain nombre ou d'intervention ou de manipulation. Mais vous semblez un peu plus réticent que nous à souscrire au diagnostic de Benjamin. C'est-à-dire vous pensez qu'il faudrait insister un peu plus sur cette dimension de l'invention du sujet démocratique et que peut-être qu'on a trop accentué cet aspect instrumentalisation. On l'a trop accentué parce que les concepts avec lesquels on a pensé jusqu'à une date très récente ces questions-là sont les concepts effectivement de Benjamin, d'Adorno, d'Horkheimer, c'est-à-dire ceux d'individus qui les ont eux-mêmes engagés effectivement dans la lutte et la persécution de ce totalitarisme, les ont pensés dans leur contexte. Et c'est bien légitime. Cela dit, que les régimes totalitaires aient utilisé le régime de masse, la culture de masse ne veut pas dire pour autant qu'elle est consubstantielle au régime totalitaire. Elle est effectivement un environnement culturel qui, à un moment donné, est celui qui accompagne les grandes mutations politiques du XXe siècle. À partir de là, effectivement, les évolutions qu'on peut lire dans d'autres États qui ne sont pas engagés dans ces voies-là offrent des scénarios, il me semble, relativement différents. Oui, sauf que surgira, je souscris à votre analyse, sauf que les mêmes, quelquefois, réfugiés aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, dénonceront le support non plus comme instrument d'oppression, mais comme facteur d'aliénation. Donc il y a en fait même une double critique qui, dans les deux cas, va à l'encontre du sujet démocratique qu'on évoque. Sinon, je souscris à votre analyse. Mais il y a un double écran, si vous voulez, critique pour l'étude de ce support, dont nous devons nous défaire en tant qu'historiens, d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est un Anglais qui, quelques années plus tard, va réintroduire en quelque sorte la liberté de l'individu. Je pense évidemment aux analyses qui vont faire naître les cultural studies, lorsqu'effectivement ce sociologue britannique va dire en quelque sorte aux marxistes « Attention, en parlant d'aliénation, vous supposez le sujet totalement passif, alors qu'en réalité, il conserve ce que Certeau appellera sa faculté de braconner. Autrement dit, il reçoit bien une culture, mais en même temps, il la retravaille en fonction de sa propre individualité. » Oui, là, Jean-Yves Mollier faisait allusion au livre de Richard Hogarth, The Uses of Literacy, qui a été traduit en français comme la culture du pauvre. Mais pour finir, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans les deux essais qui sont consacrés à l'Italie fasciste et à l'Allemagne nazie, il y a peut-être aussi des éléments qui vont dans le sens, paradoxalement, qui donne de l'eau au moulin démocratique de Dominique Khalifa, parce que dans les deux essais, il y a l'insistance, bien entendu, sur l'effet d'instrumentalisation et d'oppression, mais dans les deux cas, sur le fait que la culture médiatique préalable ou simultanée pouvait être très rétive à l'imposition politique, sans aller jusqu'à une résistance, mais enfin pouvait venir croiser une volonté de domination par l'instrumentalisation idéologique et médiatique, et qu'il y avait là comme cet espace, et je remercie Jean-Yves Mollier de sa référence, cet espace un peu préservé, même dans les pires situations, qui est celle d'ailleurs de l'Allemagne nazie, plus encore que l'Italie fasciste, où l'essai montre qu'il y a toujours des compromis entre le régime et les entrepreneurs de radio ou de cinéma. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous faites allusion au texte de Stephen Gundel sur l'Italie et de celui de Horst Möller sur l'Allemagne nazie. Dans les deux cas, il nous montre qu'il y a plus que des poches de liberté, il y a une sorte de contre-pouvoir culturel. Oui, je souscris tout à fait à l'analyse. Mais je veux dire, en 10 ans, on n'a pas forcément, effectivement, un pouvoir qui peut imprégner l'ensemble des sociétés civiles. On l'a vu pour d'autres régimes qui ont duré plusieurs décennies. Je crois qu'au cœur de ce malentendu, et on avancera si on arrive à résoudre ça, il y a le mot masse. Ce mot masse me fait penser au mot peuple et aux discussions qu'on a eues il y a 20 ans ou 30 ans autour du populaire. Parce qu'il est tellement... Ces masses sont des masses
investi de tellement de significations idéologiques, soit dominé, soit exploité, soit au contraire en devenir démocratique, qu'on ne peut pas se départir d'une lecture de type idéologique. Et je pense que pourtant, il le faut pour arriver à mieux comprendre le fonctionnement de la culture médiatique. Je rappelle donc que l'émission de ce matin, présentée par Roger Chartier, était consacrée au livre publié récemment par les presses universitaires de France dans leur collection Le Nœud Gordien, sous le livre intitulé Culture de masse et culture médiatique en Europe et dans les Amériques, 1860-1940, livre dirigé par Jean-Yves Mollier, Jean-François Sirinelli et François Vallotton,